City Full of Ghosts, roman de Christophe Gervaux, lu par lui-même. 1. Who does not adore the sound of music in the names of towns? Paddy McAloon, Dublin. Je vais écrire sur 3 mois de ma vie, raconter l'histoire comme elle s'est passée, dans l'ordre, pour remettre un peu d'ordre. En septembre dernier, je suis allé en Irlande, voir Sue, mon ami, que j'avais connu à 16 ans lors d'un échange scolaire. À l'époque, j'étais déjà attiré par les garçons. Je me demandais vaguement quelle serait ma destinée. Je les regardais. Je rêvais d'avoir un ami. Mais à 16 ans, rien n'était peut-être joué. Mes amies françaises et irlandaises, nous avions fait l'échange avec un lycée de jeunes filles, avaient comploté. Ce soir, en boîte, où il sort avec une fille, où il est un PD. J'avais bien fait une tentative, invité sans succès l'une d'entre elles. Mais tant mieux, car dans les jours qui suivirent, je choisis Sue, parce qu'elle était la plus belle. Un soir, je lui avais demandé « Je t'aime, est-ce que tu m'aimes ?» Oui. Nous n'avions eu que peu de temps pour nous connaître, juste le temps d'échanger quelques baisers et de nous dire « À bientôt, au mois de juin ». Nous échangeâmes quelques lettres clandestines. En juin, il nous fallut du temps pour nous retrouver, mais Sue semblait réticente envers moi. Alors, je pris ce prétexte pour l'abandonner. Je n'ai pas envie de faire semblant. Elle pleure, je ne lui parle pas. Avant qu'elle ne reparte pour l'Irlande, une amie nous réconcilie. Nous nous sourions. Nous nous promettons de nous écrire. De l'été 1984 à l'automne 1988, nous nous sommes écrits une fois par mois. L'été dernier, elle est venue travailler en Bretagne, puis, de retour en Irlande, elle m'a invité chez elle. Comme j'étais désœuvré, et avec plaisir, j'ai accepté. Là-bas, elle m'accueille dans sa famille, dans cette petite maison de Surrey, au bord de la mer d'Irlande. Nous faisons souvent en train le voyage jusqu'à Dublin, où elle étudie, où elle a ses amis. Elle me montre la ville, les quartiers, les musées. Alors que nous longeons la Liffey et dépassons le Halfpenny Bridge, à pied, pour rejoindre des amis à une exposition d'art contemporain, Michel me précède de quelques pas et dans une rue perpendiculaire au quai, je vois 2 garçons dont l'un me regarde et me signale à l'autre. Dans la même rue, au Virgin Megastore, j'achète un 33 tours, Plight and Premonition, de David Sylvian. Quand je le tends au caissier, il sourit doucement. De mon choix, pour l'approuver, ou bien me sourit-il à moi seul? À Dublin, je me suis demandé si j'allais m'avancer dans cette voie. L'année dernière, première année de fac, j'ai rencontré Loïc, qui porte le même prénom que moi, fait les mêmes études. Nous nous sommes connus lors du bizutage, un bizutage en douceur. Il l'avait organisé puisqu'il était en 2e année. Ce jour-là, il s'approche de moi. Le soir, dans une boîte de nuit du centre-ville où nous nous retrouvons tous, nous sommes assis l'un à côté de l'autre. Nous parlons beaucoup. Il s'approche tant de moi que je sens le souffle de ses paroles sur mon visage. Nous devenons amis très proches. Nous nous voyons souvent, sortons le soir dans la ville, prenons l'habitude d'assister à l'extinction d'un lampadaire sur 2 dans les rues à minuit.
Un soir, il vient chez moi. Nous sommes assis l'un contre l'autre, mais je n'ose pas le toucher, mettre mon bras sur ses épaules. Nous parlons de tout, même de politique, mais nous ne nous avouons rien. Un autre soir, il me caresse les cheveux, puis nous nous couchons tous les deux sur le lit, presque lovés, mais sans nous toucher. Nous écoutons Le moi et le je de Gainsbourg-Birkin. Il me quitte en me caressant la joue sur le pas de ma porte. Les jours passent. Rien ne se passe. À la bibliothèque, je l'aperçois. Je m'approche de lui et j'écris sur une de ses feuilles « Te amo » et je m'en vais. Dans le hall de la fac, plus tard, il me rejoint. Je pars. Il me demande « Te vas ?» Je ne le revois qu'à la soirée pour l'anniversaire de Sandra. Il est accompagné du garçon avec qui il habite. Il nous snobe tous. Nous ne parlons pas. Rentré chez moi, je pleure toute la nuit, sans trouver le sommeil. Le lendemain matin, samedi, je lui téléphone. « Tu peux passer chez moi ?» Quand il arrive, je lui dis que j'ai l'impression qu'il me fait la gueule. Il répond que je ne suis pas loquace. C'est vrai. Il ne dit mot sur ma déclaration. Puis nous rejoignons des amis dans un café. Leur présence me réconforte. Clara et moi décidons de sortir ce soir. Au Roomba, il y a un bar au rez-de-chaussée et musique dans la cave. Je découvre cette boîte joyeuse avec Clara. J'y rencontre aussi 3 autres étudiants, dont Denis, un germaniste. Cette année-là, tous mes espoirs portent un prénom, Gwenaël, que j'ai connu l'été dernier au bord de la mer. Il m'a laissé espoir, mais je ne le reverrai que l'été suivant. Je n'ai pas répondu à ses gestes vers moi, mais je le ferai l'été prochain. En Irlande, j'ai dévoilé à Sue un poème que j'avais écrit pour lui, sans le lui avouer, ne lui disant que cela. C'est un poème d'amour, puisque le sexe du destinataire n'est pas spécifié. Quand le moment de le revoir arrive, il vient vers moi pour m'accueillir. Mais juillet passe sans que mes espoirs se réalisent. Au contraire, il semble se détourner de moi. Il courtise même une amie. À la fin du mois, je le quitte plein d'amertume. Pour récupérer physiquement aussi bien que pour tourner la page psychologiquement, je dors presque continuellement pendant les 3 semaines qui suivent. Pendant l'année universitaire qui commence, peu après mon retour d'Irlande, je cherche qui remplacera Gwenaël et qui remplacera Marin, mon premier amour, connu à 17 ans, qui semble aimer les femmes. Je me demande comment faire pour rencontrer quelqu'un. Passer une annonce dans Libération ? Ou plutôt aller faire un tour dans ce bar homo, d'intérêt sociologique, comme disent certains, où Sandra et Clara sont allées l'autre soir, où elles ont vu 2 filles de la promotion se bécoter goulûment. Rien ne presse. Je me dis que je me déciderai quand j'aurai 21 ans. 20 ans est toujours vierge. Alors je n'attends pas davantage. Un jeudi soir, je m'habille, je prends ma voiture pour aller au Jazzy, ce bar qui, malgré le changement de propriétaire, continue de recevoir la clientèle homo de la ville. Je suis anxieux. Je pousse la porte. Quelques garçons sont là, autour du bar. Je m'assois seul devant le zinc. Qu'est-ce que je vous sers ? Un Malibu ananas ? Je n'en ai plus. Ah, alors pas de Malibu, dit gentiment l'un des clients. Le plus beau de tous ceux qui sont là, qui parlent entre eux. Il s'approche de moi sans en avoir l'air. Il engage la conversation sur les expériences de mort immédiate. Une émission de télévision en a parlé ces jours-là.
Il dit qu'il a fait une expérience de ce genre. Il me demande si je suis croyant, puis dit qu'il s'en fout. Il me propose d'aller dans une salle attenante pour parler tranquillement, seul à seul. Il me demande « Tu es homo ?» Oui, c'est la première fois que je fais cet aveu. Je préfère demander avant. « Tu as déjà eu un ami ?» Je lui parle de Loïc, l'année dernière, qui s'est enfui quand je lui ai dit « Je t'aime ». Je ne précise pas que ce ne fut que platonique. Un homme aux allures de femme, vêtu d'un manteau de fourrure, portant sac à main, traverse la salle. « Tu aimes les folles ?» me demande-t-il. « Non. »« Moi non plus. C'est débile. »« Tu es motorisé ?»« Oui, j'ai ma voiture près d'ici. »« Tu veux qu'on aille faire un tour au lac ?»« D'accord. » Nous sortons sous les regards. Ma vieille voiture nous conduit à travers la ville, le long des quais, sur la voie express, jusqu'au lac. En chemin, il me dit qu'il est aviateur dans l'armée de l'air. C'est là qu'il a fait son expérience de mort immédiate. Il est en repos chez ses parents. Il a 23 ans, dit-il. Il me demande si mes parents sont toujours ensemble. Les siens ont divorcé. Oui, mais je ne vois pas beaucoup d'amour. On va au lac ? Nous sortons de la voiture et marchons vers la plage artificielle. Il m'embrasse sur la joue. Je te trouve bien froid, me dit-il. Tout simplement, je n'ai pas encore de sentiments, ni de désir pour lui. Je lui demande où il va dormir. Il me répond à l'hôtel. Je lui propose alors de dormir chez moi. Chez moi, il me demande de lui masser le dos. Il se met torse nu et se couche à plat ventre sur mon lit. Il est musclé. Au-dessus de lui, à califourchon sur ses lombes, je le masse, sans trop le désirer encore. Puis c'est lui qui me masse. Je vais mettre mon matelas à côté du tien, par terre, lui dis-je, innocent. Ok. Je m'étais dit, en allant au Jazzy, que ce n'était pas grave si je ne trouvais pas d'amis dès le premier soir. Je reste sur cette idée. J'éteins la lumière. Il m'embrasse sur la bouche, dans l'oreille. Il se déshabille. Je lui dis que je ne veux pas faire de bruit, car je connais mes voisines du dessus. Elles sont à la fac avec moi et bien sûr, elles ignorent tout. Il me répond qu'on ne fait pas de bruit. Il me déshabille. Je le caresse un peu, puis je jouis. Il me demande « Ça y est ?» Oui. Je rallume la lumière parce que j'aurais préféré voir. Il éjacule en disant « Oh, moi !» Nous allons nous laver. Nous nous voyons tous les deux entièrement nus pour la première fois. Il a un beau corps. Nous nous couchons. Il m'enlace contre lui en me disant « You are wonderful ». Je ne dors pas de la nuit. Au matin, je lui prépare un petit déjeuner. Il me dit « Moi qui m'étais promis de ne pas m'attacher à quelqu'un ici ». À 10h, j'ai cours. Dans le hall de la fac, je vois Séverine assise sur un banc et mélancolique. Je lui dis « Il faut sortir ». À midi, je retrouve Pascal, c'est son nom, qui m'attendait chez moi. Il veut retourner une dernière fois au Jazzy avec moi, pour faire ses adieux. En ville, il me parle de la distance qui va nous séparer. Loin des yeux, loin du cœur, c'est ce que je crois. 400 kilomètres, c'est rien. Je les ferai. Il est basé dans le sud de la France. Au Jazzy, il m'embrasse sur la bouche devant tout le monde. Bien sûr, cela me rassure. Nous nous quittons. À 14h, je vais en cours. À 16h, je rentre chez moi. Dans la rue, il est là, à m'attendre, pour me demander si je peux le conduire chez lui, à quelques kilomètres. C'est sur ta route. En effet,
j'ai prévu de rentrer chez mes parents pour le week-end. Donc, je le dépose chez lui. Il m'offre à goûter. Ses demi-sœurs sont là, beaucoup plus jeunes que lui. Il me montre sa chambre, sous les toits, ses disques et ses costumes de Michael Jackson. Me passe une chanson de Dalida. Tous les homos lui doivent beaucoup, dit-il. Il m'étend sur son lit et m'embrasse. Je ne ressens pas de plaisir, mais je vais laisser faire. Puis, il faut que je parte. Mes parents me demandent pourquoi j'arrive si tard. Je leur réponds que j'ai fait un détour pour déposer quelqu'un. Pas plus. Ce week-end, j'écris une lettre à Pascal, en y incluant un poème écrit longtemps auparavant. C'était pour toi que je l'écrivais. Le lundi, à midi, de retour dans la ville où j'étudie, je lui téléphone. Je tombe sur sa sœur. Il est sous la douche, rappelé dans 10 minutes. 10 minutes après, je lui demande « Quand est-ce qu'on va se revoir ?» Je passe chez toi en fin d'après-midi. Il passe, je voudrais refaire l'amour avec lui. Nous ne faisons que parler, lui de son ami qui s'est suicidé à cause de sa mère, qui ne l'acceptait pas, d'une femme dont il dit être tombé amoureux une fois, qu'il espère revoir, parce qu'il ne voudrait pas finir ses jours seul comme un vieux pédé. Pour l'instant, nous plaisons, mais plus tard. Il voit sur mon bureau des feuilles dactylographiées et me demande « C'est quoi ça ?» Rien. C'est le texte de l'autre moi-même que j'ai écrit pour ne pas oublier Marat. Avant qu'il parte, je l'invite à dîner jeudi soir. J'invite aussi Sandra et Clara. Je leur annonce qu'il y aura un pilote d'avion. Le jeudi matin, Pascal arrive à l'improviste. Il a sonné à tout hasard. Je dois aller en cours, mais je vais sécher. Il passe ses mains sous mon pull. Il faut muscler ça. Je sais, mais à trop lire, étudier, me cultiver, j'ai négligé la culture physique. Il voit un jeu de société, rangé sous mon lit. Il veut y jouer. Cela m'ennuie. Il me parle de son prochain départ pour le sud. C'est bien, ça va me permettre d'y voir clair. Nous nous quittons en nous disant à ce soir. Le soir viendra, je recevrai Sandra et Clara. Nous attendrons Pascal. Je leur demanderai « Vous comprenez ce qu'il représente pour moi ?» Oui. Super. Façon d'avouer à demi-mot. Il ne viendra pas. La soirée s'avance. Tu n'as vraiment pas l'air au mot, me disent Sandra et Clara. Nous décidons d'aller au Jazzy. J'ai l'espoir d'y trouver Pascal. Il n'y est pas. Nous prenons un verre. Clara me dit avoir vu dans ce bar son ami d'enfance, Tanguy, qui, découvert, s'est excusé de ne pas lui avoir avoué son homosexualité plus tôt. Sur les nerfs, je préfère rentrer, espérant toujours retrouver Pascal. Sandra et Clara vont rester un peu au Jazzy. Je traverse la ville, le cœur battant, entre espoir et désespoir. Dans ma rue, devant chez moi, je crois le voir qui s'avance vers moi. Mais non, ce n'est pas lui. Je ne dors pas. Le lendemain, pas de nouvelles. Je lui écris une lettre. Il y a dans l'attente de celui que l'on aime tout l'amour qu'on lui porte. Puis, puis 2 autres lettres où je lui dis mon dépit et mon attachement. En fin d'après-midi, je prends le train pour rentrer chez mes parents. Dans le compartiment, je ne peux réprimer mes larmes, qui durent pendant tout le voyage. Une jeune fille semble apitoyer, un garçon sourit. Ma mère m'attend à la gare. Elle me voit en pleurs et me demande « Qu'est-ce que tu as ? Tu as perdu quelque chose ?» « Non. »« Quelqu'un ? » ?»« Oui. » Ce soir-là, quand mon père est couché, ma mère veut savoir. « Tu as aimé une fille qui t'a abandonné ? » Un garçon. Un garçon ? Non, pas toi. Elle me serre dans ses bras. C'est un rejet de la mère, croit-elle devoir décréter.
Et tu as eu des relations sexuelles? Bien sûr, quand on aime. Cela la dépasse, elle, la catholique, austère et puritaine. Ce n'est pas reconnu par l'Église, lance-t-elle. Je m'en fous. Je me couche, désespéré, mais je dors. Le lendemain matin, mon père apparaît. Maman m'a dit ce que tu avais. Ce n'est pas bien. Il faut arrêter. Je ne réponds rien. Je téléphone à Marin et lui demande de me rendre un service. Je peux passer chez toi? Bien sûr. Une fois chez lui, il me demande « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je suis venu parce que je te considère comme mon meilleur ami. Quelqu'un que j'aimais m'a abandonné. Je sais, c'est dur. J'aurais peut-être dû te le dire plus tôt. Je suis homo. Ce fut le week-end des aveux. Il n'a pas de préjugés. Il me propose de passer la nuit chez lui, comme d'autres fois où je dormais dans la chambre à côté de la sienne, où je fantasmais. Le lendemain, en le quittant, je pourrais lui dire « Je vais mieux qu'hier ». Je retrouve mes parents qui, entre-temps, sont allés voir leur médecin traitant pour lui parler de moi, désemparés face à cette situation. Il nous a dit qu'il ne fallait pas te rejeter, me rapporte ma mère. Je leur dis que je vais mieux après avoir vu Marin.